merci à tous d'être venus aussi nombreux. On est ravis avec Vincent et Christophe de vous accueillir. Et d'autant plus ravis que pour ceux qui ont assisté ce matin, je ne sais pas qui assistait à la conférence de Thomas Husson, si vous voulez lever la main. Voilà, vous avez dû entendre à un moment donné, les éléments clés, c'est data, data, data. Donc on est bien dans le thème. Ce qu'on a trouvé intéressant aujourd'hui de vous partager, au-delà de parler de data, c'est déjà de vous montrer à quel point elle irrigue, en fait, elle est présente partout, aussi bien de l'acquisition à la fidélisation, parce que souvent on l'associe que à la feed. Et surtout, j'ai la chance d'animer cette masterclass avec O2, de vous présenter un cas concret avec donc, les équipes O2. Je vous laisse vous présenter, si ça vous va. Donc, bonjour à tous, Vincent Lebouter, je suis responsable data chez O2 et concrètement, je travaille sur tous les cas. Déjà, on m'entend bien ? Ouais. Je travaille sur toute la valorisation de la data pour l'entreprise. Bonjour à tous, je suis Christophe Degabory, je suis responsable du marketing digital et toute la partie acquisition, que ce soit client et intervenant, parce qu'il faut savoir qu'O2, tous nos intervenants sont embauchés en CDI. Et donc Anne-Sophie Jacob, MV Group, donc je fais partie du groupe qui organise cet événement qu'a présenté Michel Brébion, et j'ai un peu plus de 16 ans d'expérience dans le digital, de l'acquisition à la fidélisation, et en B2B et également en B2C. Et j'ai donc la chance de travailler sur différentes problématiques de O2 que l'on va parcourir aujourd'hui. N'hésitez pas, hein, s'il y a quoi que ce soit qui n'est pas clair, à lever la main. De fait, on n'a que 30 minutes, donc on va avancer. Mais s'il y a quoi que ce soit qui n'est pas clair ou vous voulez revenir dessus, on est à votre dispo à tout moment. L'enjeu, donc, je l'ai présenté. Peut-être O2, je vous laisse partager le groupe. Très rapidement, O2, leader du service à la personne en France. On est présent sur tout le territoire national avec 500 agences, une partie en propre et une partie en franchise. On existe depuis plus de 25 ans aujourd'hui. On a accompagné à peu près 650 000 familles depuis la création. Et on est présent sur à peu près 8 services, dont les 4 principaux qui sont sur la slide, à savoir ménage, repassage, garde d'enfants, soutien scolaire et l'accompagnement des seniors et des personnes en situation de handicap. Et le jardinage, tu me disais. Et le jardinage. Qui n'était pas sur la slide, mais qui est important. On va rentrer dans le détail après, mais là, grosso modo, ce qu'on va vous partager, c'est la collaboration donc, que l'on a avec O2 depuis 2021. Donc au début, une stratégie client qui se voulait ambitieuse, et donc pour ça, on a accompagné O2 sur l'accompagnement dans la mise en place de leur segmentation, et ensuite la mise en place de parcours clients omnicanaux. On vous montrera quelques exemples. Le but étant bien sûr d'améliorer la rétention, la fidélisation et donc in fine la connaissance client. Ensuite, l'an dernier, on est monté d'un cran avec NM Data, qui est notre filiale qui est focalisée sur la data, comme son nom l'indique. Et donc, pour aller un cran plus loin dans la connaissance client, nous avons élaboré un dashboard interactif que tu vas nous partager, Vincent. Et puis cette année, on a un peu plus focus acquisition, donc avec Christophe et ses équipes, et notoriété, parce que déjà il y a des nouvelles ambitions vers d'autres services à mettre plus en avant que les historiques que sont le ménage et repassage, et puis que de manière générale vous avez l'envie de mieux connaître les intervenants pour ainsi adapter les stratégies d'acquisition au mieux pour que les intervenants soient disponibles. Et donc on a des réflexions qui sont enclenchées sur aller dans plus de granularité sur nos stratégies d'acquisition, et donc je laisserai Christophe partager ses perspectives en deuxième temps. Si j'avance, donc le premier volet, c'est la fidélisation de façon très schématique. Et ça peut paraître évident, mais un peu comme ce qu'on s'est dit ce matin, parfois la base, ça vaut le coup quand même de s'en reparler. Voilà, vous, pour grandir, pour que votre marque grandisse, il faut continuer, inciter vos clients, vos prospects à rester en fait dans votre base. Et donc pour ça, il n'y a pas que l'acquisition, qui certes est essentielle, mais également tout ce que vous pouvez mettre en place en fidélisation, en réactivation, pour éviter le churn et donc la fuite, et ainsi avoir une baignoire qui va peut-être pas continuer de se vider, mais qui va au contraire croître, et en plus avec des personnes engagées, qui va augmenter votre lifetime value, la LTV, que j'imagine beaucoup dans la salle doivent connaître.
Et donc c'est toute l'ambition que l'on a ensemble avec O2. Je vais revenir dessus, peut-être via ces 4 axes. Donc on a essayé de structurer notre approche. Après, voilà, ce n'est que de la méthodo. N'hésitez pas encore une fois à interagir. Ce qui est clé, et on vient de la data, c'est que pour commencer, le premier socle, c'est d'avoir une data qui est clean. Donc il va falloir retraiter, réunifier. Parce que sans ça, en fait, ça ne sert à rien de partir sur une connaissance client. Enfin, Vincent et ses équipes le savent encore mieux que moi. Voilà, donc c'est la première base qu'on va vous partager. La deuxième, c'est de segmenter, c'est-à-dire de constituer des populations qui se ressemblent, mais au-delà de les constituer, c'est aussi de les tester et de tester des plans d'animation que vous allez mettre en place pour voir justement et tester la robustesse des segments que vous avez établis. Troisième étape, c'est de penser omnicanal et donc de couvrir tout le parcours client, notamment avec une app, mais pas que. Enfin, vraiment, l'idée, et c'est encore une fois ce qui a été évoqué ce matin, on en revient en basique du marketing, c'est comment je peux être présent tout au long du parcours avec mon consommateur ou mon client. Et puis, dernière étape, c'est la diffusion, c'est comment activer de manière personnalisée au bon moment et donc à la bonne personne. On va rentrer dans chaque élément. La première, donc la structuration de la donnée, elle est déjà sur la data first, pareil, ça a été évoqué ce matin. On peut également aller un cran plus loin dans l'enrichissement, dans la connaissance de votre base, en la rapprochant de bases de données tierces, comme Profilia, qui fait partie du groupe, mais pas que, vous pouvez en avoir d'autres en tête. L'intérêt surtout à retenir, c'est que vous allez augmenter, donc gagner du temps dans la connaissance client et avoir des critères supplémentaires que vous n'avez pas directement dans votre base en data first. Donc une fois traité, on l'organise, on l'enrichit. Et ce qu'on va vous partager juste après, c'est une façon, il y a un petit décalage, c'est une façon plus dynamique, je dirais, de visualiser déjà sa base et d'avoir des critères supplémentaires dans un objectif d'upsell et cross-sell. Je te laisse expliquer. Merci beaucoup. Oui, donc du coup, ce qu'on a fait ici, on est parti en fait du besoin parce qu'effectivement, on avait travaillé un référentiel client unique avec Avency, donc c'est bien, on avait une base de belle qualité, mais maintenant, il fallait la rendre tangible aux utilisateurs parce que finalement, quand on construit une base, ça reste une base de données et il faut une application pour pouvoir la lire. Et quand on a travaillé avec le marketing relationnel, leur besoin idéal était finalement d'avoir une interface graphique qui permet de visualiser le portefeuille client et en quelques clics, finalement, de pouvoir constituer une audience qu'on va pouvoir activer dans un outil de marketing automation. Donc on a travaillé un dashboard interactif qui permet de répondre à ça avec NM Data. Et dans ce dashboard, finalement, on retrouve la visualisation de nos données, une cartographie de nos données first party, donc quel type de service consomment nos clients, un certain nombre d'indicateurs. Et ensuite, ce qu'on a fait, on a travaillé avec une base externe pour enrichir cette donnée et aller chercher des critères sociodémographiques pour améliorer notre connaissance client. Voilà, par rapport à ce que je disais, donc 2 grands types d'éléments. À partir de notre RCU, on a travaillé une segmentation client, donc c'est une segmentation assez classique, RFM, qui se base sur le niveau de consommation et la régularité. Ça a permis de définir une population de VIP, de réguliers, d'occasionnels. Et on a aussi travaillé des sous-segments qui reflètent un peu l'évolution de la consommation. Est-ce qu'on a des personnes qui sont en hausse de consommation, plutôt en baisse, et qu'on risque peut-être de perdre. Une fois qu'on a fait ça, pour aller un petit peu plus loin, je parlais tout à l'heure des données sociodémographiques, et on a ajouté des choses en lien avec nos services, notamment est-ce qu'on a des clients qui ont potentiellement des enfants, est-ce que c'est des personnes qui disposent d'un jardin, d'une maison, leur tranche de revenus évidemment, etc. etc. Oui, donc là c'est le dashboard qu'on a l'habitude, donc je vous demanderai de ne pas prendre en photo, parce que c'est confidentiel. Oui, on trouvait que c'était intéressant de vous partager. Non mais désolé, voilà, il y avait un accord, j'aurais peut-être dû préciser. C'était plutôt pour vous montrer la richesse et les types de critères. Mais voilà, on compte sur vous pour ne pas divulguer les informations. Mais vas-y, je t'en prie. Donc un exemple. Pas de souci. Mais du coup, en fait, là, ce qu'on voit ici, c'est l'interface graphique. Et l'intérêt de cette interface, c'est que finalement, le marketeur va pouvoir, en quelques clics, sélectionner ses clients qui consomment du ménage, mais qui ne consomment pas, par contre, de garde d'enfants, mais qui pourtant ont des enfants de moins de 6 ans, admettons. Et en quelques clics, on a défini une audience. Ça va représenter peut-être tant de clients. Donc, on peut commencer à percevoir un ROI, de se dire c'est là, il faut que je mette en place un scénario et finalement à partir de là je vais extraire la donnée et l'injecter dans mon outil de marketing automation.
Donc quelques bénéfices en quelques mots. Donc cette solution nous a permis d'améliorer notre connaissance client en mettant une interface visuelle et facilement disponible. On a pu aussi apporter une visualisation géographique, qui permet si on a à certains moments envie d'appuyer sur une zone géographique, la région parisienne ou une autre zone. Ça nous a permis aussi, on a mis en place une mise à jour mensuelle. L'intérêt, c'est que tous les mois, on a des données à jour, ce qui permet de qualifier assez rapidement nos nouveaux clients. Et enfin, ça permet d'exploiter des cibles, finalement, oui, de définir une cible pour un scénario de cross-sell ou d'upsell. Et comment pour aller plus loin parce que je sais que c'est en réflexion avec les équipes NM et Avanci. Ok. Pour aller plus loin, donc nous, ce qu'on souhaite, c'est déjà multiplier. C'est assez nouveau. On a commencé ça cette année, finalement. Donc, on va multiplier ça sur le plus de scénarios possible. On va aussi essayer d'automatiser. Aujourd'hui, on est encore en phase de test et on est sur une automatisation partielle dans le sens où on a notre dashboard, mais le lien n'est pas encore automatique avec Selligent, donc ce qui sera fait. Si tout va bien. On souhaite aussi mesurer le ROI, et ça c'est possible parce qu'on a mis en place un référentiel client. Du coup, on est capable d'identifier quel client a cliqué et voir finalement le chiffre d'affaires post-clic de ces clients-là. Et enfin, nourrir la stratégie d'acquisition, mais là je vais laisser Christophe en parler un peu plus loin. Ouais, vous allez le voir, on dissocie pas l'acquisition de la fidélisation. En tout cas, on essaye au plus, et c'est vrai que Christophe en parlera très bien, de nourrir toutes les strates d'acquisition via la data, ce qui n'est pas toujours fait. Donc c'est pour ça qu'on trouve intéressant de partager cette masterclass avec vous. Si j'avance, donc vous vous souvenez, on a 4 axes. Donc le deuxième, c'est la segmentation client. Comme je vous le disais, le but c'est d'identifier des populations qui se ressemblent, une fois bien sûr que la data a été retraitée, de tester la robustesse du modèle et surtout d'avoir ensuite des plans d'activation qui vont être différenciés selon ces populations, selon ces segments. On vous partage un exemple, mais qu'en tant que marketeur, vous avez déjà dû voir, mais qu'on trouve intéressant, au-delà du mapping, c'est surtout que vous voyez qu'à gauche, on a l'exploitation telle quelle de la data first. Ensuite, dans un deuxième temps, avec les équipes de Vincent, on a trouvé intéressant d'aller rajouter des critères qu'on avait dans Profilia, donc qui ont permis d'enrichir les Customer Journey, les parcours, pour pouvoir déclencher des activations personnalisées qui pour l'instant restent très email mais qui ont vocation à être de plus en plus omnicanal. Tu voulais préciser des choses sur ce schéma ou... Non, c'est comme tu veux. Troisième axe, c'est de réfléchir omnicanal, donc multiplier les touchpoints. Pourquoi ? Parce que on le vit nous au quotidien, on a différents points d'entrée avec une marque et surtout différents points de collecte. La data first, évoquée encore une fois ce matin, elle va se chercher au plus proche. Alors c'est vrai que l'app nous semble importante, ou en tout cas utile parce qu'on l'a dans la poche. Après, bien sûr, il faut qu'il y ait un vrai engagement et que vous ayez des éléments de différenciation. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est de réfléchir à ce parcours et comment vous pouvez être présent à différentes étapes du parcours via l'app, via le display, via l'email, via le SMS, les push notifs si vous avez une app, pour que, et c'est le quatrième axe, in fine, vous puissiez agréger l'ensemble des données, que ce soit l'app, le site, si vous avez des points de vente, remonter de la donnée offline et agréger le tout dans une CDP, Customer Data Platform, pour avoir une vision unifiée à l'individu et ainsi pouvoir activer des plans d'activation, de communication, PRM ou CRM, qui sont adaptés à vos clients et selon la donnée collectée. Donc clairement, la data est au cœur de tout. On peut parler d'IA, on peut parler de ce qu'on veut, mais ce qui est important, c'est déjà d'avoir la data bien retraitée, bien segmentée. Et là, vous pouvez avoir des plans personnalisés comme vous le souhaitez. En résumé, avant d'aborder la partie acquisition, pour nous, mais encore une fois, ce n'est qu'une approche, ce qui va vraiment déclencher l'adhésion à la marque, c'est déjà avoir des services exclusifs. On parlait des émotions ce matin, de l'engagement. Thomas Husson mettait en avant le cadeau qu'il avait eu lors de son anniversaire par Air France KLM. Voilà, c'est des petites touches d'attention
qui provoque en fait l'adhésion à la marque, tout simplement. Donc à chacun de réfléchir à ce qui vous différencie et ce qui pourrait être mis en avant. C'est aussi vous collecter votre propre data, mais également aller un cran plus loin dans l'enrichissement, que ce soit avec de la data CERN ou ce qu'on mettait aussi en avant sur la conf des cookies tiers, c'est des rapprochements avec d'autres bases via des clean rooms. Et donc c'est c'est la second party data. Et troisième temps, c'est avoir un parcours omnicanal qui va permettre d'être là, d'être présent à tout moment et surtout de rebondir entre le on et le off. Donc une fois qu'on a vu, nous, notre approche sur la fidélisation, je vais passer la main à Christophe sur de nouvelles perspectives d'acquisition. Je dis nouvelles perspectives parce que, à notre sens, mais je te laisserai confirmer ou infirmer, on est souvent un peu dans la masse dans l'acquisition et que la data peut au contraire fortement aider à être beaucoup plus granulaire si on la met à la base des stratégies. Pareil, de façon très schématique, ce qui est important, c'est d'abord d'avoir le bon produit au bon moment, d'établir un profil client, de savoir exactement à qui vous voulez parler et surtout de ne pas diffuser de façon éparpillée, si je puis dire, mais d'être d'abord local pour ensuite vous étendre au niveau national, définir un plan média on et off et puis diffuser le bon contenu au bon moment. Donc ainsi avoir de l'impact. Pour ça, donc, la première base, c'est d'avoir la bonne offre au bon moment. Ce schéma peut vous sembler évident, mais pour le partager avec différents acteurs, donc là, c'est les volumes de recherche de mots-clés. On l'a adapté pour l'acteur d'aujourd'hui, c'est les différents services que vous pouvez mettre en avant. Et ce qu'on trouve intéressant, et souvent c'est une prise de hauteur qu'on apporte aux clients qu'on accompagne, c'est de se rendre compte qu'il y a des moments, le momentum, où il faut dépenser, ou à l'inverse, vous avez peut-être intérêt à baisser la cadence. Donc là, en l'occurrence, c'était le jardinage repassage, le jardinage tout court, bricolage, on est plutôt sur des périodes de printemps, où, de toute évidence, il semble plus intéressant de monter en intensité dans l'acquisition. Ensuite, deuxième étape, on va pouvoir établir des potentiels en matchant la base client, dans l'occurrence O2, avec des bases tierces, comme Profilia, pour aller chercher des potentiels. Et donc, je vais te laisser peut-être faire le lien avec le dashboard qu'on a vu en feed et qui est une source justement de potentiel pour toi et tes équipes. Merci Anne-Sophie. Effectivement, donc on l'a vu depuis le début, on a bien enrichi notre base de données client. L'idée, ce qui est intéressant maintenant, c'est pas de s'arrêter là, c'est de bénéficier de toute cette connaissance pour aller cibler des profils qui sont similaires sur différents leviers. Pour ça, typiquement, si on se focalise sur un service en particulier, où est-ce que nos clients spécifiques, qu'est-ce qu'ils consomment, quelle est la moyenne d'âge, quel est le sexe, est-ce qu'ils sont plutôt dans un appartement, une maison, etc. etc. Donc tout ça, on peut le mettre en place. Il y a une double approche qui est assez simple. La première, donc je vous en ai parlé à l'instant, c'est un ciblage lookalike avec des critères qu'on récupère dans les différentes bases de données. Qui permet d'affiner effectivement sur nos différents leviers d'acquisition, que ce soit sur Meta, en SIA ou autre, donc on réinjecte un peu de données. Et la deuxième phase, deuxième approche, c'est la construction d'un score prédictif, typiquement sur les personnes qui sont arrivées sur notre site internet, qui ont pu déposer un formulaire, on va pouvoir récupérer cette information-là, pouvoir mettre un score derrière et pour traiter ces prospects d'une façon qui est vraiment personnalisée, en fonction d'un potentiel chiffre d'affaires généré, en fonction d'un potentiel besoin, et d'attribuer cette conversion à une personne qui sera la plus à même d'y répondre. Merci. Donc une fois qu'on a identifié ces potentiels, notre approche c'est d'aller les saturer. Ça peut paraître un peu barbare, mais l'idée c'est qu'ils soient au maximum exposés pour susciter l'intérêt. Via ensuite des leviers on ou off. Donc l'objectif c'est d'aller les chercher, diffuser et ainsi marteler votre message pour, en temps 2, recruter. Typiquement, Christophe pourra peut-être le partager. Une marque comme O2 a des forts enjeux de recrutement, donc tout ce que crée la noto, les bassins d'audience qui sont créés vont être une source ensuite d'acquisition et de recrutement pour
O2. Tu veux peut-être en dire deux Ouais, mots. petite précision. Quand on parle pour l'instant, tout ce qu'on parle en acquisition, on parle, ce que j'ai dit en introduction, à la fois de la partie client, mais à la fois de la partie intervenant, parce qu'on a vraiment deux cibles différentes. Et tout ce qu'on dit là est valable pour les deux cibles. C'est là aussi toute la force de ce travail qu'on fait, c'est qu'on n'est pas uniquement d'un côté, on arrive à générer de la performance sur les deux côtés. Oui, tout à fait. Et puis, pareil, ça a été évoqué ce matin, il faut tester, il faut mesurer. Cette approche, on y croit, on l'amène avec plusieurs acteurs comme O2. Après, voilà, ce n'est que en testant et en vous faisant aussi, vous, votre propre opinion, que vous pourrez voir si ces différentes approches vous conviennent, quel levier performe le mieux, quel type de data va aller vous chercher, vous faire obtenir un vrai incrément. Donc équipez-vous de mesures ou de personnes qui peuvent vous aider dans cet enjeu-là. J'aimerais finir justement, parce que ça m'intéressait de savoir pour eux deux parce que ce dont on vous parle, voilà, c'est nouveau. En tout cas, nous, cette démarche, on l'a posée, on la partage avec eux deux, mais ça reste nouveau et justement en test. Et donc, j'étais preneuse de ton avis sur comment tu vois ces perspectives. Et avant de rentrer effectivement dans le détail de ces trois enjeux majeurs pour nous, je voulais revenir un peu en arrière sur O2, l'historique. O2, depuis des années, est un peu une machine à acquisition. On est très fort en acquisition, on a testé beaucoup de choses, beaucoup de leviers. On l'a vraiment, on a presque allé au bout de ce qu'on pouvait faire nous, tout seul en interne de notre côté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on s'est retourné aussi vers MV Group pour avoir du coup dû rechercher une performance un peu différente et qui répond effectivement à nos trois gros enjeux. Le premier, qui est de tendre vers plus de granularité dans notre stratégie d'acquisition, c'est-à-dire d'être dans la capacité d'adapter l'acquisition par rapport aux enjeux business de l'entreprise et également aux enjeux de chaque agence. Comme je vous l'ai dit au début, on a 500 agences, donc potentiellement 500 spécificités. Donc l'idée, voilà, c'est d'arriver à jouer entre la direction de l'entreprise et la direction de chaque agence, que chaque agence ne propose pas forcément tous les mêmes services. Donc on a vraiment cette granularité-là. Le deuxième enjeu, c'est de rééquilibrer les investissements vers plus de local. C'est effectivement dans la capacité d'aller couvrir des grandes villes, des moyennes villes et des petites villes, et d'éviter que tout le budget d'achat média soit trusté par l'Île-de-France, par exemple, où on sait tous que c'est là où il y a toutes les requêtes. Et forcément, quand on a une agence qui est basée dans une toute petite ville, en SIA typiquement, c'est assez compliqué d'aller la faire émerger. Et c'est là où on arrive sur le troisième enjeu, qui est de trouver le bon curseur entre performance et visibilité. Vous êtes tous conscients que, effectivement, en SIA, soit on a de la perf, soit on est visible. Trouver le juste milieu entre les deux est parfois compliqué. Et donc là, avec cette démarche, où on va travailler de la notoriété en amont très géolocalisée, qui va venir grossir au fur et à mesure, et derrière aller compléter ça avec des leviers d'acquisition, nous permet d'aller générer pas mal de performances et de grossir au fur et à mesure par zone, et en étant encore une fois la possibilité d'aller chercher là où il y a un besoin spécifique. Si une agence nous dit demain, moi j'ai besoin d'avoir des clients en ménage repassage, ou au contraire je suis en recherche d'intervenants pour la garde d'enfants, et on va pouvoir les mener des actions très précises, très géociblées pour répondre aux besoins de cette agence. Merci. Merci. On a 5 minutes pour vos questions. Est-ce que vous en avez? Est-ce que... Oui, merci. Oui, Alexandra. Bonjour. Merci Vincent, merci Christophe, merci Enzo. Moi j'avais une question en fait. Donc à partir de quand vous avez mis en place le RCU? Alors, je suis désolée pour le coup, j'ai pas l'info, donc je pose la question. Et deuxièmement, est-ce que finalement ça a cassé des a priori sur, je dirais, la connaissance que vous pouviez avoir ou que vous sembliez avoir sur vos clients, sur vos prospects, et est-ce que la mise en place de cette RCU finalement a changé alors je vais pas dire du tout au tout, mais en tout cas a changé quand même pas mal de paramètres sur vos stratégies d'acquise, vos stratégies de manière plus large. Vincent? Donc la première question c'était... pardon.
La mise en, ça fait à peu près, ça fera bientôt 2 ans qu'on l'a mis en place. Après, qu'est-ce que ça a changé concrètement? Je pense que ça a permis déjà de travailler notre segmentation et de la présenter et donc de la quantifier aussi. Ça a permis de voir les évolutions de cette segmentation. Et là, c'était intéressant parce qu'on a pu se voir finalement là où on avait beaucoup de fuites, là où on était plutôt bon finalement en rétention. Parce que des fois, on se dit, voilà, comme Christophe disait, on est très fort en acquisition, mais en rétention, on ne l'est pas. On s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas uniforme. Sur certaines populations, on y arrivait très bien. Donc ça a cassé ce genre de choses. Et ça a amélioré quand même ça a renforcé une connaissance. Est-ce qu'on a été très surpris des résultats? Pas forcément, mais au moins, à certains moments, si, mais bon. Sur certains métiers ou même côté intervenant, effectivement, il y a des choses sur lesquelles on a pu mettre le doigt sur certains éléments qui étaient assez structurants. Oui. Donc c'est pas dans la globalité, mais sur certains points précis, effectivement. Et d'ailleurs, on peut peut-être le dire, mais vous créez un RIU. On va commencer. Voilà, mais tu veux peut-être en dire 2 mots. Ça montre que quand même ça avait un intérêt si on côté B2C oui. Pour qu'on l'applique B2B. Oui, il y a un vrai intérêt, surtout que finalement, ce qu'on imaginait en termes d'acquisition, on a commencé à observer quelque chose de similaire chez nos intervenants, avec des phénomènes amplifiés. Oui. RIU, c'est référentiel intervenant unique. On l'a adapté. C'est nos salariés. Ça répond à ta question? Super. Est-ce qu'il y a d'autres demandes, interrogations? Tout était hyper clair? Oui. Bonjour, je voulais revenir sur la fidélisation. Oui. C'est plus par rapport à la segmentation. Quels sont vos critères de segmentation que vous avez travaillé? Oui, alors c'est intéressant. Je vais peut-être dire MV et après je te laisse prendre la main pour adapter. Parce que c'est vrai que je suis passée vite. On a la segmentation classique, transactionnelle / économique. Donc c'est RFM, PMG. Et c'est vrai que je suis passée vite, mais maintenant on l'enrichit avec une segmentation liée au comportement. Donc via justement RCU, on va agréger l'ensemble des données, donc pas uniquement transactionnelles, mais également comportementales, pour affiner la segmentation et avoir finalement une segmentation plus riche que juste transactionnelle. Donc ça, c'est l'approche MV, mais je veux pas te... Tu avais peut-être des compléments? Non, en fait, dans l'idée, c'est à peu près la même chose. Donc une segmentation RFM qui va surtout se baser sur l'importance de la consommation. Mais nous, on avait aussi mis la régularité, parce qu'on avait une partie de nos clients qui consommaient, qui sortaient, qui revenaient, etc. Après, dans nos scénarios, on va aussi intégrer des éléments de satisfaction, c'est-à-dire voilà, des personnes qui ont exprimé un avis négatif ou positif. C'est encore la digestion. Bon, en tout cas, si vous avez des questions qui vous viennent, vous n'avez pas nos contacts, mais non, sur la slide. Mais bon, vous saurez nous trouver. N'hésitez pas. Une petite dernière, non? Ok. Eh bien, un grand merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup.